Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour monsieur le directeur. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'actu. Fabien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Nathalie, nous allons parler de la dépendance et nous allons l'aborder sous la forme d'une question. Faut-il aujourd'hui créer un 5e risque dépendance ? Alors, c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité, puisque le 15 avril 2018, le président de la République déclarait que la dépendance est un nouveau risque qu'il nous faut construire. Alors c'est un thème qu'on retrouve dans le débat politique depuis les années 80 et qui a été un temps fort de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il déclarait à cette occasion que la création d'une 5e branche de la protection sociale pour consacrer suffisamment de moyens à la perte d'autonomie et garantir à tous les Français qu'ils pourront rester à domicile s'ils le souhaitent était une priorité. Il parlait également d'un droit opposable à la prise en charge de la dépendance. Dans cette définition de la dépendance, on parle surtout de perte d'autonomie liée à l'âge. C'est une définition restrictive. Elle a été appuyée par les rapports Jamet et Fragonard de 2010 et 2011. Cette définition de la dépendance, au sens restrictif, n'est pas la seule possible. La CNSA, par exemple, en propose une élargie. Pour la CNSA, la dépendance est l'incapacité physique et ou cognitive à assurer seule les gestes de la vie quotidienne. Dans son rapport annuel de 2007, elle proposait de construire un nouveau champ de la protection sociale dédié à ce thème. Alors la dépendance, c'est avant tout des enjeux démographiques. Tout à fait. Donc on le voit, quelques chiffres tout d'abord pour vraiment fixer les enjeux du débat. D'abord sur la question de la dépendance, ce qu'il faut savoir, c'est que la part du nombre de personnes dépendantes augmente avec l'âge. On voit qu'aujourd'hui, on est globalement sur 8% de personnes dépendantes parmi les classes d'âge de 60 ans. On arrive jusqu'à plus de 60% dans les classes d'âge de 95 ans. Autre information, en moyenne en France aujourd'hui, une personne devient dépendante aux alentours de 85 ans. C'est vraiment l'âge d'entrée moyen en EHPAD aujourd'hui. Donc ces chiffres sur finalement la proportion de personnes dépendantes parmi la population sont une chose et il est intéressant de les croiser avec des perspectives démographiques à plus ou moins long terme de la France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques démographiques de la population sont caractérisées par un vieillissement majeur des personnes. Suite à l'effet baby-boom, on arrive maintenant sur une génération qui accède à des tranches d'âge de 75 ans et qui, dans les 50 à 70 années à venir, eh bien, on va avoir une augmentation massive des personnes âgées. On pourra citer par exemple le triplement de la catégorie de personnes âgées de plus de 75 ans. On voit qu'ils étaient à 6, ils passent à 18 en proportion. On aurait pu aussi également citer le nombre de centenaires qui devrait être multiplié par 13 à l'horizon 2050 pour atteindre plus de 200 000 effectifs. Donc lorsqu'on combine la proportion des personnes âgées dépendantes par classe d'âge avec les perspectives démographiques à plus ou moins long terme, on prend conscience des enjeux pour la société autour de la prise en charge de ces questions de la dépendance. Il y a aussi un coût à l'heure actuelle qui mérite d'être regardé. Tout à fait, Fabien. La dépendance, c'est aussi un enjeu financier majeur, puisqu'on constate qu'à l'heure actuelle, on est à peu près 60 milliards d'euros par an dépensés pour la prise en charge de la dépendance. Alors, cela se décompose en 64% pour le handicap, qui concerne à peu près 1,5 million de personnes, et 36% pour la perte d'autonomie liée à l'âge, qui concerne 1 300 000 personnes. Alors nous avons choisi d'aborder la question de la dépendance sous l'angle de 3 problématiques. Oui, tout à fait. Donc on a vu des définitions finalement au périmètre variable, on a vu des enjeux par catégorie d'âge et par tranche de la population. La question aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que la France est en mesure de répondre à ces enjeux à venir ? Donc ce qui va nous apparaître intéressant de regarder, c'est l'état actuel de la prise en charge de la dépendance en France, peut-être éventuellement d'en présenter aussi les limites, et puis dans une deuxième partie, de répondre à la question, est-ce que finalement la création d'un 5e risque est pertinente? Est-ce qu'elle répondrait aux enjeux qui sont posés? Et finalement, de quelle manière? Donc Nathalie, peux-tu nous parler de l'état actuel de la prise en charge de la dépendance en France, s'il te plaît? Oui, alors tout d'abord, nous allons voir que handicap et perte d'autonomie liée à l'âge ont été placés dans le champ de l'aide sociale et non de la sécurité sociale.
Ce qui fait que nous avons un acteur prépondérant qui est le conseil départemental. Pour toucher une prestation d'aide à la dépendance, le bénéficiaire potentiel doit en faire la demande auprès du conseil départemental. Ce dernier va envoyer une équipe pluridisciplinaire, en général médico-sociale, pour évaluer son degré de dépendance. Alors, on est dans une logique qui est commune aux deux champs, avec une volonté de ne pas seulement fournir une aide en espèces, mais une aide individualisée qui est fondée sur un diagnostic d'ensemble de la situation de la personne. On va essayer, dans le cadre de l'APA, de mettre en place un plan d'aide et dans le cadre de la prestation compensatrice de handicap, de prendre en compte le projet de vie de la personne. Alors, ce qui sépare ces deux champs, c'est surtout la barrière de l'âge. C'est une barrière que le législateur va instituer en 1997. Et si on simplifie un petit peu, on va dire qu'au-dessus de 60 ans, on va plutôt être dans le cadre de la perte d'autonomie liée à l'âge et en dessous de 60 ans dans le champ du handicap. Alors si on fait un petit tour des principales prestations qui existent, on a une prestation spéciale dépendance, donc spécifique dépendance, qui va être créée en 1997, avec des conditions assez restrictives, des conditions d'âge, donc c'est ce que je vous disais, la barrière des 60 ans, mais aussi des conditions de ressources et la possibilité de récupérer les sommes versées après la mort de la personne, donc sur les successions. Alors, face aux enjeux démographiques actuelle et face à l'accentuation du nombre de personnes dépendantes, le législateur va en 2001 créer l'APA. L'APA compte aujourd'hui à peu près 1 265 000 bénéficiaires. Elle peut être versée à des personnes qui sont à domicile, donc ça va concerner à peu près 740 000 personnes, ou en établissement, plutôt 520 000 personnes. Alors, le montant d'aide va être conditionné au degré de handicap de la personne, donc au diagnostic, au degré de dépendance, pardon, de la personne, donc au diagnostic qui en a été fait. Donc les montants d'aide, je vous les ai mis dans le petit tableau. Donc pour le groupe le plus dépendant, celui qui a le plus gros degré de dépendance, on est sur à peu près 1 700 € maximum par mois. Et pour le groupe 4, donc qui est le groupe le plus faible pour lequel on peut prétendre à l'APA, on est plutôt sur 660 € par mois. Alors, avec ça, on va avoir des tickets modérateurs qui vont être quand même modulés en fonction des ressources de la personne. Et ces aides vont servir, cette aide va servir à financer principalement du temps d'aide à domicile, mais aussi de l'aménagement, par exemple du logement ou des transports quand la personne en a besoin. Au niveau du handicap, la principale prestation qui vient compenser le handicap, c'est la prestation compensatrice de handicap. Elle concerne 335 000 personnes. Donc elle est sous condition d'âge avec quelques exceptions, mais on va dire que pour la majorité des personnes, c'est pour les moins de 60 ans. Elle est sans condition de ressources et les dépenses qui sont dans le cadre de la prise en charge du handicap vont être prises en charge à 100% si les revenus de la personne sont inférieurs à peu près 26 000 € par an. Alors, cette prestation, elle va permettre de financer des aides humaines pour aider la personne en perte d'autonomie, des aides techniques, donc par exemple des équipements du type fauteuil roulant, mais aussi des aides animalières, un aménagement du logement et un aménagement du véhicule quand il y en a besoin. Alors, face à ces prestations, on a certaines limites, comme par exemple le poids des aidants qui n'est pas réglé parce que c'est un système qui s'appuie quand même beaucoup sur les aidants et des restes à charge importants. Alors, le législateur s'est emparé de la question. Le 28 décembre 2015, en tous les cas dans le champ de la perte d'autonomie liée à l'âge, il met en place la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Donc cette loi, elle a comme conséquence principale de revaloriser les plafonds de l'APA à domicile, de faire diminuer le reste à charge pour le bénéficiaire et d'instaurer un droit au répit pour les aidants. Alors quand je vous disais que le système repose en partie sur les aidants, il y a une étude du Haut Conseil de la famille qui a été faite et qui dit que si on devait monétiser l'aide à domicile informelle, on serait sur à peu près 7 milliards à 11 milliards d'euros par an. Donc c'est extrêmement conséquent. Bon, les limites que je vous ai présentées ne sont pas les seules. Peut-être que Fabien, tu pourrais nous faire un état des lieux des autres limites qui demeurent malgré les évolutions législatives. Avec plaisir, Nathalie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ces points communs qui ont pu être identifiés, c'est-à-dire des acteurs identiques pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes, le conseil départemental, une même méthode d'évaluation, une même méthode finalement de compensation par d'attribution d'aide et d'allocation, demeure quand même aujourd'hui un certain nombre de difficultés qui se posent sur la prise en charge de ces personnes.
On peut noter d'abord des inégalités à la fois territoriales et financières qui s'expliquent essentiellement par des champs de compétences territoriaux différents. Donc on a des inégalités d'offres de services, on n'a pas le même nombre de places, les mêmes réponses aux besoins selon les régions, selon les départements. On a des coûts très variables d'une structure à l'autre, donc ça vient impacter directement les restes à charge des familles, en rappelant que c'est ceux qui participent majoritairement aux frais d'hébergement dans les structures type EHPAD, plus de 10 milliards d'euros par an au titre des frais d'hébergement en EHPAD. Voilà, on a aussi des disparités d'aide d'un département à l'autre en fonction de leur potentiel financier et de leur capacité à développer de l'action sociale à destination de ces personnes. On a également, voilà, c'est au cœur des débats, des restes à charge très différents selon les territoires pour les familles. C'est vraiment le rapport de la Cour des comptes de 2016 montrait l'accroissement finalement de la participation des familles dans ces prises en charge et qui risquera un jour ou l'autre de poser de réels problèmes. Et enfin, on va le voir, on a aussi des prises en charge relativement segmentées qui peuvent nuire à la coordination et à la qualité des soins. Ceci s'explique par une diversité d'acteurs, on va y revenir, et aussi une forme de complexité des prises en charge à travers les critères qui ont pu être élaborés, l'âge, le niveau de dépendance ou des fois des critères géographiques. Donc c'est un système qui génère quand même de nombreuses inégalités territoriales et financières. La deuxième difficulté, qui est pointée aussi régulièrement dans la plupart des rapports, encore une fois celui de la Cour des comptes, c'est la question de la coordination globale nationale de ces politiques. Et on voit que ça devient compliqué d'identifier une cohérence dans les politiques, dans les volontés qui sont impulsées. Alors cela s'explique avant tout par le panorama des acteurs, principalement institutionnels, qui gravitent autour de la prise en charge de la dépendance. On citera, voilà, il ne se veut pas forcément exhaustif, mais on a l'assurance maladie qui supporte la moitié des coûts de prise en charge dans le cadre de la dépense de soins des personnes dépendantes. On a l'ARS qui est en charge de la régulation de l'offre de services et de la délivrance des agréments, donc finalement des établissements qui vont prendre en charge les personnes dépendantes. On a la CNSA, créée en 2004, on y reviendra, à vocation finalement transverse sur le champ du handicap et le champ de la dépendance des personnes âgées, qui récolte et qui redistribue la journée de solidarité dont on a entendu parler encore récemment, mais qui apporte aussi une aide technique aux professionnels sur les équipements. On a la CARSAT qui intervient, je pense que vous le savez, sur de l'action sociale préventive, de perte d'autonomie, dans de l'accompagnement des personnes à domicile, sur des GIR 4, 5, 6. Et on a le département, chef de file de l'action sociale depuis la loi de 2004 de décentralisation, et l'État, qui impulse des politiques sociales, des politiques de santé publique et qui concernent ces personnes, qui fixe des cadres de promotion avec des plans Alzheimer par exemple. On aurait pu citer également les familles, en dehors des acteurs institutionnels, les associations d'aide à domicile qui interviennent auprès des personnes, ou encore le Parlement qui vote via les objectifs de dépenses, qui participe aussi à la régulation et à la coordination de ces politiques. Donc ça fait beaucoup d'acteurs et voilà, sont régulièrement pointés du doigt des déficits de coordination et finalement de cohérence. On a du mal à vraiment pouvoir cerner la cohérence de certaines actions publiques. Malgré quand même, il faut le souligner, donc on en a parlé récemment, des efforts sont faits quand même depuis 10-15 ans à travers, on l'a vu, la CNSA qui a vocation à intervenir sur ces deux champs au regard d'une approche en termes d'autonomie, donc qui concerne à la fois les handicapés et les personnes âgées. Et puis dernièrement, là, encore une fois, dans la loi sur le vieillissement, sur l'adaptation de la société au vieillissement, on a eu la création des commissions départementales des financeurs de prévention de la perte d'autonomie, qui ont quand même, à l'échelle du département, vocation à centraliser, à coordonner les actions des acteurs locaux. Voilà, malgré cela, le constat n'est pas satisfaisant et ça invite fortement à penser la question de la création du cinquième risque, celui de la dépendance. Oui, il y a de nombreux facteurs qui
qui plaide justement pour la création de ce 5e risque et pour l'institutionnalisation de la prise en charge de la dépendance. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que face à la pression démographique, on a des problèmes de fond qui demeurent et qui ne sont pas réglés et qui vont s'accentuer. Alors, on a notamment la question de la soutenabilité financière, avec ce que je vous disais tout à l'heure, des restes à charge extrêmement importants. Donc vous avez en vert les restes à charge et en rouge les ressources moyennes des personnes. Donc là, c'est pour le cas du placement en établissement, donc en EHPAD. Et on voit que les restes à charge sont souvent supérieurs aux ressources moyennes des personnes. Alors à ce sujet, on a un rapport d'Arnaud Fisala de l'adresse qui date de 2016 et qui met l'accent sur 2 problèmes majeurs. Le premier, donc, c'est celui des restes à charge dont je vous ai parlé. Et le deuxième, c'est les répercussions des baisses de ressources des conseils départementaux sur le montant des plans d'aide. Les plans d'aide ont tendance à être moins élevés en termes financiers. Enfin, c'est des financements à la baisse. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur qu'il va falloir traiter. Le deuxième problème, c'est celui de la capacité des infrastructures à accueillir de manière adéquate les personnes dépendantes. Alors aujourd'hui, ça concerne environ 730 000 personnes qui sont placées dans un foyer d'hébergement spécialisé. Donc si on fait une petite comparaison, c'est à peu près 10% des personnes de plus de 75 ans et un tiers de ceux qui ont plus de 90 ans. Et parmi ces 730 000 personnes, on en a un quart qui ont une maladie neurodégénérative. Donc c'est des vrais enjeux de société. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans les hébergements de type EHPAD, on reste en moyenne 2 ans pour un coût mensuel qui est de 1 500 à 3 500 € par mois. Alors face à ça, au niveau personnel, on est sur un ratio salarié par résident qui vaut à peu près 0,6 à l'heure actuelle, avec un objectif qui est fixé à 0,8. Mais on sait que dans les pays du Nord, par exemple, le ratio est plus proche de 1 sur 1. Donc ça prend vraiment en compte la question de savoir comment on va accueillir toute cette population dépendante. Et institutionnaliser, ça permettrait peut-être de rationaliser le pilotage et d'offrir une offre plus homogène déjà au niveau territoriale, mais aussi plus adéquate au niveau de la prise en charge. Et le troisième problème de fond qui demeure, c'est celui des questions d'éthique liées à la dépendance et notamment au grand âge. On a un rapport de 2018 du Comité consultatif national d'éthique, qui tirait un petit peu la sonnette d'alarme pour dire que les enjeux éthiques n'étaient pas présents au cœur des débats qui concernent les personnes dépendantes. Il pointait du doigt surtout que ce qui était extrêmement important, c'était de permettre à ces personnes de rester à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions et que pour le moment, tout n'était pas mis en œuvre pour qu'elles y arrivent. Dans les conclusions du rapport, il plaidait en faveur de la création d'un 5e risque qui permettrait selon lui à la fois une meilleure prise en charge, mais aussi un meilleur accompagnement et surtout qui donnerait la possibilité de mettre en place des véritables plans de prévention qui seraient bénéfiques à long terme. Donc si on résume, la création d'un 5e risque, ça permettrait la création d'un droit universel à la prise en charge de la dépendance, la mise en place d'un financement qui soit à la fois général et solidaire, une rationalisation de la gouvernance, avec probablement comme caisse nationale, si le champ de la dépendance était rapatrié dans le champ de la sécurité sociale, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et ça permettrait également la mise en place d'une véritable stratégie dépendance, ce qui permettrait de développer massivement le volet de la prévention. Alors vous allez me dire que peut-être que je suis un petit peu utopique à vouloir créer un 5e risque, mais c'est le choix qu'ont fait d'autres pays, comme l'Allemagne. En Allemagne, la dépendance est considérée comme un risque social à part entière, et donc elle est financée par un système d'assurance sociale. Depuis une vingtaine d'années, toutes les personnes qui cotisent à l'assurance maladie sont obligées de cotiser à l'assurance dépendance. Alors je rappelle que c'est pas négligeable parce qu'en France, les dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour la dépendance sont à peu près de 13 milliards d'euros par an. Donc en Allemagne, on a un mécanisme de double cotisation qui est à la fois salariale et patronale et qui vient alimenter une caisse dédiée à la dépendance. Donc ça permet à la fois d'avoir une gouvernance claire, un financement assuré et une meilleure lisibilité. Et au niveau du périmètre, l'Allemagne a fait le choix d'inclure à la fois la perte d'autonomie liée à l'âge, mais aussi la question du handicap. Alors en France, on a des freins qui demeurent et ça ne concerne pas seulement le périmètre. N'est-ce pas Fabien ? Tout à fait, Nathalie.
on va en dire quelques mots. C'est vrai que malgré tous les atouts que tu as pu nous présenter en faveur de la création de ce 5e risque, force est de constater que depuis une douzaine d'années, le débat n'a pas permis d'aboutir. Alors on a essayé de recenser un certain nombre de raisons qui freinent aujourd'hui la prise de décision en faveur de ce 5e risque. On pourra évoquer des politiques aux finalités différentes qui expliquent en grande partie les difficultés à les faire se rejoindre. On est sur la question du handicap, sur l'accompagnement, ça peut être dès les premiers jours de la vie et tout au long sur la compensation d'une déficience, alors que sur l'accompagnement des personnes âgées, on est davantage sur l'accompagnement au vieillissement et à la fin de vie. Donc ça impacte des organisations de travail, des services et des enjeux de formation professionnelle qui rendent difficile la réunion de ces deux champs. Il y a aussi des études qui ont porté sur l'alignement des prestations dépendance et handicap et qui là n'ont pas permis d'aboutir à une décision, par exemple sur l'APA et la PCH, un alignement sûrement plutôt par le haut comme c'est régulièrement fait aurait eu des impacts en termes de finances publiques conséquentes et non assumées à l'heure actuelle, puisque l'APA est versée à un montant inférieur à celui de la PCH mais à un nombre de personnes supérieur. Donc on voit qu'il y a des effets comme ça de contraintes budgétaires qui ont aussi freiné le débat, freiné la réflexion sur cette fusion de ces deux champs. Et on en arrive donc aussi aux questions délicates du financement de ce risque unifié. Là encore une fois, contrairement à ce qu'ont réussi à faire les Allemands, il n'y a pas eu de consensus sur la mise en place d'une taxe, d'une cotisation sociale dépendance unique, avec un coût trop élevé qui a fait peur à un certain nombre d'acteurs sociaux en termes de coûts sur le travail, etc., d'alourdissement du coût du travail. Et donc, finalement, tout le monde s'est accordé à se satisfaire d'un financement diversifié qui associe des logiques contributives et des logiques non contributives et qui permet de moduler des augmentations et éventuellement en fonction de l'émergence de nouveaux besoins. Voilà, donc c'est une façon de maintenir un état actuel et de ne pas aller vers une réforme systémique finalement du financement de ce risque dépendance. Donc on peut aussi évoquer peut-être certaines résistances politiques qui peuvent s'exprimer à la fois par finalement le courage qu'il doit falloir pour pouvoir remettre en cause l'ordre établi et l'ensemble des acteurs qui gravitent en ce moment autour de ces champs-là. Et on peut évidemment présupposer qu'un certain nombre de ces acteurs auraient du mal à se départir de certaines compétences dont ils ont la gestion. Donc ça peut aussi freiner le débat. Et puis il y a le débat aussi national, le débat qui nous concerne tous, qui est celui de qui doit supporter le coût de la prise en charge de ces personnes dépendantes. Et là, derrière tout ça, on aura en fonction des réponses qui seront actées, on aura des logiques de financement, là encore une fois, qui feront soit appel aux logiques contributives, soit aux logiques non contributives, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que de nouvelles annonces ont remis le débat à l'ordre du jour, sans présupposer de ce que cela pourra engendrer comme éventuelle réforme ou évolution des systèmes de prise en charge. Il nous paraissait intéressant aujourd'hui de présenter des évolutions qui peuvent être mises en œuvre sans qu'il y ait forcément de révolution du système. On l'a vu, des mots très durs du comité du conseil d'éthique qui parlait de ghettoisation, qui parlait des personnes âgées, qui parlait d'exclusion, qui parlait d'atteinte au respect de la dignité. Voilà, ça c'est des choses dont on ne peut pas se satisfaire. Aujourd'hui, on a une offre en termes de services dichotomique entre le maintien à domicile ou l'EHPAD. Il y a peu de solutions alternatives et là, il y a des choses à creuser, il y a des choses à développer. Des accueils de jour, des foyers médicalisés, un certain nombre de services alternatifs à cette offre-là et qui permettraient de prendre davantage en compte la parole de ces personnes qui, bien souvent, comme tu le disais, Nathalie, ont pour souhait principal de vieillir à domicile. Voilà, donc il y a vraiment des enjeux éthiques et sociétaux forts à développer de nouveaux services.
Les nouvelles technologies, on parle de télémédecine, on parle d'e-santé, peuvent aussi contribuer à garantir un accès aux soins tout en gardant les personnes âgées à domicile. Des plateformes de services peut-être pourraient être développées, de compétences professionnelles, mobiles. Bref, des projets, il y en a. Et puis, en fonction des projets, il y a aussi de nouveaux financements qui sont aujourd'hui au cœur du débat. Alors, pour les citer pêle-mêle, on parle de remettre... De reposer la question de la taxation sur les successions, donc de faire reporter finalement sur les familles une partie du coût de la prise en charge. Les assurances dépendance privées qui sont aussi remises à l'ordre du jour, faut-il les rendre obligatoires ou pas? Aujourd'hui, 75 000 personnes en ont souscrite une. La CSG qui apparaît comme une réponse de financement de solidarité nationale finalement, puisqu'avec une assiette très large. Et puis la mise à contribution des patrimoines. Il y avait dernièrement un rapport du CAE qui préconisait de pouvoir finalement mettre en viager un certain nombre de maisons de ces personnes âgées dépendantes afin d'en tirer un peu de revenus qui permettraient de compenser les coûts des prises en charge. Et Madame Buzyn qui a évoqué l'idée d'une deuxième journée de solidarité chiffrée aux alentours de 2-3 milliards d'euros. Ça ne permettrait pas de répondre aux enjeux financiers majeurs qui vont se profiler dans les 50 ans à venir, mais c'est une solution de plus au problème. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce débat. Oui, donc pour conclure, on peut dire que c'est un débat qui est plus que jamais ouvert, avec une pression démographique qui est extrêmement importante, et des enjeux financiers qui sont extrêmement centraux, et que plus que jamais, dans la décennie à venir, je pense qu'on verra se dessiner une réponse plus tranchée. Tout à fait. On vous remercie. Et on va passer. Merci.